Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique, et oui, une nouvelle vidéo sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Mais le film ne l'est pas pour autant. C'est un film qui est sorti en 2003 de Stephen Norrington. Adaptation de la bande dessinée britannique de Alan Moore, qui a commencé sa publication en 1999. C'est un film avec Sean Connery, c'est un film qui a coûté 78 millions de dollars, il en a rapporté à peu près 179, mais à peu près tout le monde a descendu le film. Il dure 1h45, et qu'est-ce qui se passe pendant 1h45 ? Eh bien, c'est le gouvernement britannique qui décide de réunir des gentlemen extraordinaires, des personnages issus de littérature que nous connaissons, vampires, hommes invisibles, Dorian Gray et j'en passe, pour former une sorte de ligue contre le mal. Ils vont affronter un dangereux malfaiteur, avec bien sûr Sean Connery qui joue Alan Quatermain, donc le célèbre explorateur et aventurier. On ne va pas forcément faire une vidéo très longue, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il y a toujours des choses à grappiller par-ci par-là, mais j'avais envie de l'évoquer parce que déjà j'avais plutôt apprécié le film. On sent que c'est un film qui a eu des bricoles. Il a été bricolé parce qu'il a été plutôt mal fabriqué. Il y a eu pas mal de problèmes autour de ce film. Je ne vais pas donc faire forcément de très longs discours, mais il s'agit pour une histoire aussi invraisemblable d'accepter le contrat. En ce qui me concerne, je l'avais plutôt bien accepté. Nous allons revenir sur certains éléments du film, donc je vous invite à bien sûr avoir vu le film avant de voir cette critique. Son genre est entre extra et ordinaire. Je n'ai pas vu l'œuvre d'Alan Moore, sauf Watchmen. Alan Moore, comme pour chacune de ses adaptations de ses bandes dessinées au cinéma, s'est déclaré mécontent de l'adaptation qui diffère largement de l'original. Ce n'est pas fidèle du matériel d'origine. Oui, mais ça c'est le cas pour la quasi-totalité de ce qu'on a pu voir au cinéma, et on joue encore les surpris. Bon, ça me paraît un peu fort de café. C'est comme si c'était même plus un argument valable pour défoncer le film. C'est un lieu commun. Ça fait des dizaines d'années qu'on fait des fausses adaptations ou des choses très 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 libres. Les membres de la Ligue dans le film ne correspondent pas tous à ceux de la bande dessinée originale. La version comique de la Ligue ne compte pas dans ses rangs ni Dorian Gray ni Tom Sawyer ajoutés dans le film pour plaire au public américain. Donc on a déjà une entourloupe, une sorte de coup qui est tordu quant à l'insertion de personnages dans un scénario. Même le producteur du film, Don Murphy, n'aimait pas cette idée, mais il fallait bien s'aligner pour faire le film. On sent déjà vraiment le problème. Ensuite, le féminisme et la violence sexuelle comme physique passent un peu à la trappe. Le studio voulant un film grand public, surtout après des scores assez monstrueux, assez moyens, médiocres de From Hell, qui date de 2001, où on suivait la traque de Jack l'Éventreur, un film interdit aux moins de 17 ans. Donc forcément, ça crée un petit peu de tension vis-à-vis de la violence dans le film. Et pourtant, il y en a, mais c'est avec des effets spéciaux qui sont pas forcément très bien faits, et quelques plans un peu impressionnants, mais la violence de sang est plutôt rangée dans une armoire. Les changements auraient été faits à la demande de Sean Connery, curieusement, de ce que j'ai pu lire, qui accepta de jouer dans le film en échange d'un salaire mirobolant. J'ai lu dans un article 17 millions, qui est hors de prix, c'est incroyable, et aussi le titre de producteur exécutif, ayant un droit de regard sur le script. Donc le mec voulait s'improviser producteur du film, littéralement. Et Connery regrettait de ne pas avoir accepté de jouer Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, parce que bien sûr il y a eu le succès du Seigneur des Anneaux, donc il voulait pas passer à côté d'un film qui avait un potentiel de cartonner, avec des personnages iconiques comme l'homme invisible, Nemo avec son Nautilus. Et bien forcément ça a un potentiel, encore une fois, de fonctionner, de cartonner au cinéma, et donc il voulait surtout peut-être s'inscrire dans l'idée peut-être d'une franchise, d'une trilogie de films comme Le Seigneur des Anneaux, avec ses différents personnages et ses différents acteurs qui ont plutôt bien fait d'accepter les rôles. Griffin, le personnage original de H.G. Wells dans L'Homme Invisible, est ici remplacé littéralement par un autre personnage, Rodney Skinner, un personnage de voleur inventé pour le film qui a volé la formule
pour devenir un voleur invisible. Voilà, il y a des aménagements dans le scénario que nous pouvons comprendre car ce sont des personnages de littérature. Et pour le script, le personnage de l'homme invisible a été changé en Skinner parce que la Fox, ça c'est aussi un autre problème qu'on convoque des personnages de littérature, la Fox n'avait pas les droits du roman de H.G. Wells, donc il ne pouvait pas utiliser le nom du personnage. Donc ça pose aussi des problèmes. Pourtant, on en a des romanciers cités dans le film. Jules Verne, H.G. Wells, Bram Stoker, Sir Arthur Conan Doyle, Ian Fleming, Herman Melville, Oscar Wilde, Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe. Entre ceux pourquoi ils peuvent avoir les droits parce que c'est pas trop cher ou qui sont tombés dans le domaine public et ceux pour lesquels ils n'ont pas les droits, eh bien il faut jongler quand on écrit un scénario et qu'on le soumet à une maison de production, il faut prendre ça en compte. Donc c'est souvent décidé, modifié au dernier moment quand on passe à la véritable validité du projet cinématographique. Les puristes seront bien sûr irrités, ça c'est sûr, avec toutes ces modifications. Je ne connais pas le matériel de base, donc moi j'ai plutôt, personnellement, je n'ai pas été gêné. Je n'ai appris qu'après coup, et c'est ça peut-être ce qui est le plus agréable, c'est que les cons sont toujours plus heureux que les sachants. Vous voyez ce que je veux dire? Que les gens qui ont du savoir. Ce qui m'a permis, dans un premier temps, et je pense aussi, et là ça compte, à un âge où je me posais pas encore la question d'une cinéphilie ou quoi que ce soit, j'ai complètement reçu le film. Donc le timing du film est bien tombé vis-à-vis de ma lecture. Donc il faut aussi prendre ça en compte. C'est pas forcément un argument pour vous prouver que le film est formidable, mais c'est plutôt une perspective de lecture que j'ai eue moi à un moment du film et qui me fait du bien. Je pense qu'aujourd'hui le film a, voilà, peut-être pour moi un léger côté nostalgique, mais le film a des problèmes et plutôt fade et plus comme une sorte de foire aux monstres ou de foire aux effets spéciaux plus ou moins bien agencés avec des bizarreries visuelles. N'oublions pas que le film est sorti après le bon carton de Blade. Stephen Norrington a réalisé Blade, qui est un film de super-héros que quand même beaucoup de gens oublient. Il était avant X-Men, je tiens à le signaler. Mais oui, Blade avait été plutôt un bon succès, ça avait lancé quelque chose, c'est pas Spawn qui avait lancé quoi que ce soit. Et du coup, Norrington, il voulait capitaliser sur la réputation grandissante de peut-être éventuellement un réalisateur de films de super-héros, puisque Norrington avait commencé un travail de film sur Shang-Chi. Donc le personnage là qu'on a eu récemment chez Marvel, chez Disney, déjà en fin 90, il pensait déjà à Shang-Chi, parce que voilà, il y avait une effervescence vis-à-vis de la Chine. Il y avait le James Bond en 97, Demain ne meurt jamais, où on avait aussi la Chine qui était présente. Il y avait une pièce à jouer, vous voyez ce que je veux dire, il y avait un coup à jouer. Donc c'était quelqu'un qui semblait être tout à fait prêt pour faire un film pareil. Et d'où, encore une fois, cette présence pour se protéger de personnages connus des Américains, comme Tom Sawyer. Il s'agit vraiment ici d'une sorte de mixture, d'un drôle de mélange entre des personnages fictionnels, des personnages imaginés, autour d'une histoire d'enquête qui se retrouve être une sorte de complot général et de trafic de pouvoir. Alors ça fait déjà rêver, un espèce de gros mélange de personnel fictionnel approprié à la période victorienne. Donc il faut aligner aussi tous ces personnages après par rapport à la période dans laquelle nous sommes. Il s'agit en super-héros d'une sorte de Avenger 10 ans avant, prévu pour une franchise, mais bon, voilà. Mais le film avait déjà des perspectives. C'était peut-être un des premiers grands échecs, un des premiers brouillons d'une ambition de super-héros. Alors bien sûr, le film est tombé complètement dans l'oubli, tout le monde l'oublie, tout comme tout le monde oublie Blade pour parler d'un premier super-héros noir. Mais bon, ça c'est normal. Comment dire, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Il est clair que ces films-là ne sont pas des vainqueurs et que Disney, avec son amas de médiatisation et de budget et de pognon reçu, préfère écrire l'histoire comme à son habitude,
bien sûr, que ne pas oublier qui ont été les premiers à subir aussi des retours, des problèmes, et finalement à avoir donné une sorte de voix, une voix à prendre ou à ne pas prendre, puisqu'il s'agit, voilà, avec ce film, de constater aussi une amplitude de dégâts, d'aménagements qui ont été faits pour que le film puisse se faire, ou qu'il puisse avoir l'aval de production, et aussi la réception du film même. Enfin, il y a plein de trous dans ce film. Il a des personnages tellement incroyables et tellement denses qu'il devrait durer 2h40 pour qu'on ait à peu près, comment dire, une véritable épaisseur pour chacun des personnages. Là, ils sont à peine survolés. C'est compliqué de faire vivre de l'émotion avec des personnages pareils. Entre la vampire et Dorian Gray, on sent qu'il y a quelque chose qui a vécu parce que les deux sont immortels, mais on le survole à peine. Et Hyde est très intéressant aussi. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il est très intéressant parce que le mec, le personnage, ne refuse de faire sortir Hyde parce qu'il a peur de ne pas pouvoir le contrôler. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant. On est vraiment sur du Hulk pour le coup, hein, mais du Hulk avant l'heure. Avec le mec, il est gigantesque quand il se transforme en Hyde. C'est littéralement Hulk, hein, faut pas se leurrer, c'est vraiment ça. Si vous avez une appréhension, voyez-le vraiment comme une sorte de bêta-test Avenger. Et franchement, on a totalement la même structure, hein, avec l'idée d'amener progressivement tous ces personnages ensemble, d'avoir un premier échec collectif et à la fin avec des traîtres et tout ça, bien sûr, et on va avoir à la fin une sorte de remontée vers la volonté de battre le méchant à son propre jeu en entrant dans sa forteresse où il y a plein de trucs expérimentaux, où on a des mecs qui... Alors, ça aurait pu être encore plus fou, hein, parce que quand on nous dit qu'il y a eu des expérimentations pour créer des vampires et tout ça, moi je m'attendais vraiment à un truc de dingue. Là, on sent que le film est limité en fait dans son budget, parce que sinon on aurait pu avoir la Ligue des Gentlemen extraordinaires qui se battent contre des vampires, des hommes invisibles, des Hulk et tout ça, mais on le fait pas. On nous fait quelques petits morceaux, mais pas beaucoup, mais juste pour nous teaser en fait ce que ça aurait pu être. C'est encore une fois la perspective, le potentiel qui n'est ici que effleuré. On est en plein milieu de la période des super-héros, entre Daredevil et X-Men 2. Très très bon X-Men 2, je crois même Blade 2 était déjà sorti juste avant, en 2002, je crois que c'est en 2002, donc on est en beau milieu, le film aurait dû trouver potentiellement son public. Et le problème, c'est qu'il a été mal fabriqué, donc forcément, c'est un petit peu coincé. Ça va, je suis coincé. C'est terrible, parce qu'on sent le potentiel. On se dit, le pitch, il a l'air dingue. Et malheureusement, le film ne suit pas. Le film est trop bizarre. Mais encore une fois, les gens parlent de ce film comme un nanar. C'est-à-dire un film tellement nul qu'il en est marrant. Et je trouve que c'est une sorte de manque de respect. Non seulement, je dirais, un manque de respect, mais on ne prend pas l'histoire au sérieux. Alors on pourrait considérer à peu près tous les films de super-héros comme des nanars. À quel moment on considère que ce n'est pas un nanar ? Cette question du nanar, pour moi, elle est toujours pas vraiment résolue. Pourquoi les gens, parce que le film n'a pas eu de succès, parce que il a un passé de mauvaises critiques, un présent aussi, je vous rassure, devrait être considéré comme une sorte de film à pointer du doigt, un film duquel on peut se moquer. Moi, la question m'échappe encore. Je trouve que c'est aussi une façon de catégoriser le cinéma entre des films que l'on peut aduler et des films dont on peut se moquer gentiment. Je trouve que c'est une façon qui n'est pas très saine de considérer les films, et surtout que la notion peut tellement varier d'un public à un autre, d'une personnalité à une autre, que cette notion de nanar est vacante. Mais elle a été prononcée vis-à-vis de ce film, mais vis-à-vis aussi de beaucoup d'autres films. Mais je trouve que c'est une notion, je souhaite quand même vous l'évoquer en fait dans cette critique, qui est une notion tellement nébuleuse, pour moi aussi, que je ne me permettrai pas de la prononcer, ou je devrais dire de la prononcer en tout cas vis-à-vis de ce film. Il se peut que
dans des vidéos antérieures, et je suis sûr que certains me le rappelleront, j'ai pu prononcer le mot nanar pour désigner tel ou tel film. Ça, c'est fort probable. Mais je me rends compte avec du temps que des notions comme chef-d'œuvre ou comme nanar sont tellement fortes de sens et d'histoire de sens, puisque le sens de série B ou de nanar a pu évoluer dans le temps, ou de films cultes notamment, qu'aujourd'hui les utiliser, c'est aussi être conscient du passé historique de ce terme-là, et souvent, moi, c'est des termes dont je ne connais pas, je ne me suis pas renseigné sur le terme exact, le terme historique, la valeur de ce mot, parce que les mots ont une valeur, parce que les mots ont une histoire, et c'est pour ça que je trouve ça délicat de l'utiliser, notamment vis-à-vis de ce film-là. Je ne suis pas en train de dire que le film est dans ce cas inverse un film formidable. Il y a des trous béants dans ce film-là, et on sent des moments de réalisation qui sont très faibles. Dans les trous béants dont je parle, c'est des trous dans le récit. Alors je pense que d'une part, il y a un problème au niveau de la réception de spectateurs, puisqu'aujourd'hui les gens sont beaucoup trop habitués à avoir tout devant eux à cause de la série. J'entends par là bien sûr vis-à-vis du temps à l'écran. Une série peut faire plusieurs heures pour développer des personnages, alors qu'un film, eh bien, il est beaucoup plus limité. Donc on doit ramasser un petit peu les psychologies et du coup accepter, suspension consentie de l'incrédulité, le fameux contrat dont je vous parlais au départ, on doit l'accepter. Avec quelle grille de lecture on peut voir un film pareil ? Alors certainement pas avec des réflexions des années 2010 ou des années 2020. Et encore, je vous dis ça, cette critique, elle a été écrite en 2015, sachez-le. Forcément, il y a de l'eau qui a coulé sous le pont, et on ne peut pas considérer une lecture de ce film-là à la lumière de ce qu'on a aujourd'hui. En termes de réflexion, en termes politiques, on est sur un film qui a été sorti après le 11 septembre aux États-Unis, et donc c'est un film aussi qui contient son lot de terrorisme. Je pense aussi à une forte impression de terrorisme vis-à-vis de certains d'une attaque à la bombe. Dans le Nautilus même, qui a peut-être été modifié, des paroles ont été modifiées pour que ce soit moins agressif, parce qu'on fait quand même sauter de mémoire la moitié de Venise. C'est quand même terrible en fait comme propos. C'est quelqu'un qui fait du terrorisme avec des armes modernes, avec de l'arme technologique, qui sort dans une banque avec un tank. C'est-à-dire on le voit au début du film, c'est assez génial. C'est une alerte, je crois c'est à Londres il me semble, où on a des policiers qui sifflent, qui font le sifflet, où on a des chiens qui partent comme ça, qui sortent d'une ruelle apeurés, et les policiers qui sont avec leur matraque, qui savent pas trop ce qui se passe, et on voit un énorme tank arriver. Mais vous savez, c'est les gros tanks de l'époque, c'est vraiment des machines de fer, la bête de métal, hein, comme ils disent dans Indiana Jones. Et on voit ce tank qui roule sur n'importe quoi, qui enfonce les murs, et qui arrive devant la banque, et qui bien sûr prend tout l'argent et repart, parce que les policiers avec leur petite matraque et leurs petits pistolets ne peuvent littéralement rien faire. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut imaginer bien sûr qu'avec une durée de série, le film aurait moins de trous dans son récit, qu'il y aurait moins d'incohérences parce qu'on aurait plus le temps, mais c'est dans ce cas-là créer une grille de lecture de série pour voir un film, et ça c'était pas du tout la bonne démarche à faire. C'est un film de super-héros d'époque victorienne, dans un univers technologiquement fantaisiste. Vous vous attendiez à quoi dans ce cas-là ? Il y a des perspectives, je pense, mal placées que les gens attendent vis-à-vis de ce film. C'est entre un film gothique qui en même temps c'est un petit peu steampunk, c'est un mélange qui est très étrange, qui n'est pas commun. On dirait une sorte de mélange, vous saviez, comme ce que nous avions eu pour Wild Wild West à l'époque, quand il était sorti fin 90. On est sur un mélange bâtard qui n'a pas vraiment donné de suite. Et c'est en cela qu'il est bricolé. Il nous semble bricolé parce qu'on n'a pas vu d'autres films comme lui. Et dans ce cas-là, oui, l'attente et la réception s'en retrouvent fortement influencées. On ne sait pas à quoi le rattacher. Mis à part de la pure fantaisie. Une sorte d'impression sombre amère. Ne serait-ce que dans les couleurs. Couleurs bleues, grises, blanches, noires. C'est un film
qui a une plage de couleurs très étroite. La plage de couleurs est très étroite comme son récit. Il y a une envie de développer son récit, mais un peu plus vite. Ça sent les réécritures, ce fut le cas. Il y a peut-être même trop d'action. On peut comprendre dans ce cas-là le fait qu'il y a eu tellement de choses à raconter autour de ce film qu'il ne tient à peine debout que par une succession logique de scènes. Il n'y a rien autour de cela. Le récit il est très clair. Ce n'est pas, il n'y a pas quelque chose qui manque pour comprendre ce qui se passe. Mais je pense que quand vous regardez le film, il y a des petits déchets, il y a des petits éléments. Et pourtant le film est si court. Donc le film est si court, mais il n'a pas pu gommer tous les éléments dont on avait besoin pour raconter un beau récit. Il y a des coupes, des développements qu'on aurait souhaité, un peu plus grands. Mais le film est ce qu'il est, et je pense qu'il ne faut... Mais le film est ce qu'il est et il ne faut pas faire de faux procès. Le méchant qui explique son plan, des choses comme ça, on avait déjà vu ça, c'est un peu la routine du film d'action. Les héros ont une première épreuve qu'ils arrivent à surmonter, puis après ils perdent et se retrouvent au plus bas que terre, pour après une remontée fulgurante dans la dernière ligne droite du film. Très très classique tout ça. Ce sont des choses qui sont peut-être dures à suivre aujourd'hui, parce qu'on les a peut-être trop vues. Je dis trop vu, les gens de ma génération ont peut-être trop vu, mais les plus jeunes, probablement pas. Je suis peut-être clément parce que ça échappe un peu à ce qu'on a d'habitude. C'est-à-dire que c'est fun, mais pas parce qu'il y a des blagues. Je pense que c'est ça une grande différence avec ce que fait Marvel aujourd'hui, c'est que c'est fun parce que la perspective d'action est enivrante. Et pas parce que ça fait des blagues, ou pas parce que la scène est rigolote. C'est le fun parce que le potentiel d'action est là. Mais c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Ça parle quand même de l'industrialisation folle de n'importe quoi. On est au début des années 2000. Le film est complètement inscrit dans son envolée vers l'industrialisation, vers la mondialisation. Parce qu'il s'agit quand même de présenter un projet pour le méchant, de vendre des produits exceptionnels, de force extraordinaire aux plus offrants. Avec les marginaux qui sont liés aux déchets de la société. L'égocentrisme également de chaque personnage ne crée pas une cohésion d'équipe et c'est ce qui nuit justement à un moment à la Ligue. Parce qu'il y en a un qui a les yeux plus gros que le ventre, ça va se retourner contre toute la Ligue. Une sorte de prélude raté, je devrais dire. Un prélude raté sur les perspectives de l'avenir en termes de cinéma et aussi en termes de thèmes qui vont être travaillés par la suite, notamment la perte d'identité, mais par l'échec industriel du film, c'est-à-dire la perte d'identité, on a très très peu de choses qu'on sait de ces personnages-là. Ils sont présentés comme une masse et non plus comme des individus, parce que le film même ne nous laisse pas le temps de les apprécier, parce que le film ne veut pas s'offrir le temps de nous les faire apprécier. Le positionnement du cinéma vis-à-vis des images numériques, parce que ce film-là a beaucoup d'images numériques, et des fois on a même des transitions d'un personnage qui est littéralement en virtuel à un personnage qui est réel, et inversement. Donc, vraiment, ce film, il est allé dans la bonne direction, mais il a mis le pied trop tôt dans la lave. Je trouve que pour le coup, il est fascinant. Il est fascinant, et c'est pour ça aussi que dans un sens, je voulais vous en parler, je voulais aiguiller votre regard, probablement, sur ce film-là, parce qu'il y avait une perspective de, encore une fois, un potentiel, mais qu'il avait déjà capté, que les scénaristes avaient capté dans le scénario, et que lui, il avait capté dans la mise en scène. Mais c'est quelque chose, c'est un essai qui n'est pas transformé. C'est un petit essai, un tout petit. Mais il ne l'a pas transformé. Et ça n'a pas déboulé sur quoi que ce soit. Et puis, nous sommes dans un système industriel, encore une fois comme dans le film. Si ça a du succès, tu es récompensé. Le film n'a pas eu de succès, il n'est pas récompensé. C'est aussi simple que ça. Un des problèmes majeurs, c'est qu'il y a en fait trop de personnages faisant trop de choses et le spectateur, il se sent un peu en marge puisqu'il n'a jamais vraiment la conclusion de ce qui est amorcé. Dans la bande dessinée, Mina recrute et dirige les autres membres de la Ligue, ce que son statut de femme dans la société victorienne ne facilite pas. Et dans le film, l'accent est mis sur la relation père-fils adoptif,
qui se noue entre Alan Quatermain et Tom Sawyer. Donc on joue avec les stars, parce que malheureusement, l'actrice qui joue la vampire, elle a beau être très jolie, c'est pas comparable à Sean Connery. Donc c'est ça le problème. On change en fait de centre d'intérêt pour Alan Quatermain et Tom Sawyer, qui peut être perçu un petit peu comme une sorte de symbole de passation de pouvoir politique. Encore une fois, des perspectives pour d'éventuelles suites. Cette perspective de passation de pouvoir ne sert à rien puisqu'il n'y a jamais eu de suite. On a clairement aussi une passation de pouvoir entre Alan Quatermain, qui est lié à l'Empire britannique, et Tom Sawyer, qui est lié aux Américains. Donc une passation de pouvoir politique et culturel sur le monde entre l'Empire britannique et les États-Unis. Encore une fois, de la géopolitique, comme ce que je vous disais avant. Alan Quatermain n'est plus qu'un vieux dégénéré qui fume un petit peu d'opium, mais c'est aussi un ancien guerrier un petit peu en pantoufles qui va devenir le chef de la Ligue à la place du vampire. Alors qu'honnêtement, je pense que le vampire a bien plus d'expérience que Alan Quatermain, mais bien sûr, parce que nous sommes dans un système hollywoodien, on ne va pas laisser la femme, et encore moins à cette époque-ci, dans la conception de scénarios, de films d'action, de films à grand spectacle, les femmes sont plutôt mises au second plan ou au troisième degré du troisième plan par rapport à des stars qui font vendre les films sur leur nom. Dans le film, ils ont tous leurs démons, toute leur part sombre. Hollywood aussi a sa part sombre dans le film, mais c'est plutôt édulcoré. Ce n'est pas aussi mis en avant qu'on pourrait le souhaiter. Mais ce qui est clair, c'est que ce sont tous des épaves. Ce sont des exilés qui sont bourrés de regrets, ils sont un petit peu fous, ils sont en deuil. Tout ça est cumulé. C'est vraiment... On commence en ayant... Je crois qu'il n'y a que Nemo qui est à peu près en forme, mais tout le reste est complètement déglingué. On sent des gens esselés, vraiment. On sent des gens esselés vraiment, et du coup la perspective de leur talent ne nous apparaît que dans de brefs instants. Leur talent est de façon générale un petit peu gâché. Même s'il travaille le look pour donner un côté un peu gothique, le look de Skinner, je trouve, avec cette espèce de grand imperméable noir, avec cette peau blanche qu'il se fait pour qu'on puisse le voir quand même, ça le donne un look assez génial, avec de la pommade, son coat noir, vraiment avec ses petites lunettes, c'est très très gothique. L'homme invisible est un personnage dramatique ici, pas du tout, c'est un peu de la comédie, c'est le pignouf, celui qui fait des blagues. C'était pas vraiment... un traître ou un violeur comme dans Hollow Man de Verhoeven, mais plutôt une sympathique canaille. Mr. Hyde est clairement Hulk, Hyde un peu creepy, il mate Dorian et Mina en train de s'embrasser comme s'il voulait désirer, mais finalement il ne peut pas parce que c'est l'envie, et il se bat contre son envie, il se bat contre sa part sombre, contre Hyde, Mr. Jekyll, et cette perspective est encore une fois à peine esquissée, le temps d'une scène de couloir, et c'est tout, il n'y a plus rien après. Donc encore une fois, des petits morceaux de scénario qui se baladent dans les couloirs du Nautilus, en perspective, en recherche de perspectives à venir. Voilà les petits morceaux de scénario avec leurs petites pattes. C'est un peu ridicule comme ça de voir des morceaux d'intrigue, mais c'est tout ce qu'a le film, c'est des petits morceaux d'intrigue pour donner de l'épaisseur, mais il y a toujours beaucoup cette frustration de ne pas voir la chose vraiment exploitée, terminée, puisque ça nous est revenu après quand Hyde arrive à sauver le Nautilus de couler, et on a Mina qui est en train de le regarder, je crois elle lui glisse un mot, et il y a bien sûr Mr. Jekyll qui est super content parce que Mina lui a dit un petit mot, donc elle a de la considération pour lui, mais c'est bref, c'est très très bref, et on sent qu'il y avait le potentiel en fait pour créer une sous-intrigue entre ces deux personnages, mais c'est jamais vraiment exploité. Encore une fois, manque d'exploitation parce que manque de temps, parce que ci, parce que ça, parce que compromis, etc., etc. Et il est clair aussi que si le film avait adapté le comic réellement, il aurait été rated R. Donc il y a aussi la perspective de cacher certains éléments. Pas de rêve d'opium, par exemple, pour le personnage de Quatermain, parce que le film souhaite garder un peu un équilibre entre tous ces personnages. Sean Connery joue un leader avant d'être un individu. Le réalisateur préfère quelques scènes avec Jekyll, qui est plus facile à développer que forcément Sean Connery, et qui prend moins de temps. C'est aussi ça. Le public connaît sa dichotomie
à Jekyll, parce qu'il y a eu déjà des adaptations, ils savent qui il est, alors que bon, Quatermain, voilà, qui est en fait un petit peu fou, hein, ça c'est un peu compliqué, donc non, on garde en fait l'image, l'image consciente, on garde l'image populaire du personnage plutôt que le mettre à bas. Ils sont déjà assez mal dépeints pour en rajouter davantage. Par rapport à Quatermain, dont on ne sait guère plus que son statut de copie d'Indiana Jones. Donc autant ne pas aller enfoncer un clou dans le cercueil, vous voyez ce que je veux dire. Et puis Sean Connery reste un être charismatique. À plus de 70 ans, il est toujours en forme. Et c'est d'ailleurs la dernière apparition de Sean Connery au cinéma. Il a pris sa retraite, à part je crois pour un film d'animation écossais, il me semble, dont il a prêté la voix à un des personnages. Mais c'est dommage que ce soit avec ce film. Bien sûr, on ne peut pas forcément prévoir la fin de sa carrière, évidemment. Comme je vous le disais, Stephen Norrington, en odeur de sainteté après la réalisation du premier film Blade, eh bien, il fait ce film-là, mais la Fox ne laisse aucune marge à Norrington. Eh bien, forcément ici, ça s'est mal passé. Rien que le titre sur une rue avec des clébards qui partent, ça fait peur déjà. On se dit ouh là 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 là. Ça veut déjà, c'est fort de sens. Il sentait déjà que, je sais pas quand la scène a été faite, cette scène avec les chiens comme ça qui passent dans la rue, on sent déjà qu'il y a un vrai problème en fait. Que les clébards qui partent, c'est qui ? C'est les producteurs ou c'est l'équipe technique du film ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est une mise en scène qui est entre un déballage d'effets spéciaux et une mise en scène un peu vieillotte. En tout cas, aujourd'hui, elle va vous paraître complètement obsolète, mais il y a une sorte de maniérisme bricolé, un peu étrange. C'est du divertissement, mais avec une image plus ou moins abrutissante. Par moments, il y a un questionnement des images. On veut s'amuser aussi avec le budget qu'on a et faire certains plans assez impressionnants, ou en tout cas qui semblent fort de sens. S'amuser avec le côté virevoltant de la caméra, et en même temps on a une perspective complètement pétée parce que la scène ne vaut rien à l'écriture, donc on essaye de compenser une fausse écriture en faisant une mise en scène. Des fois le réalisateur est incapable justement de créer quelque chose, donc on fait un bloubi-boulga d'effets ridicules. Je pense clairement à la première disparition de Hyde pour présenter le Dr Jekyll. On a des espèces de flash comme ça sur le Hyde qui est enchaîné, qui peu à peu réduit de volume. C'est vraiment très bizarre comme façon de faire de l'effet spécial tout simplement. Et en même temps, on essaye d'inscrire le film quand même dans une tendance de bande dessinée avec, là par exemple au début du film, je crois on a quelque chose qui fait un peu penser à Dick Tracy avec ces journaux qui apparaissent comme ça au début, ces images de journaux, et en même temps certains mouvements de mouvements de caméra qui m'évoquent en fait des planches de comics, des mouvements, des perspectives de plans, mais c'est bref en fait, il y a des fragments, voilà, c'est un film de fragments, c'est un film qui est complètement fragmenté, hein. C'est un film qui est aussi très très métallique. Je trouve que pour le coup c'est une réussite artistique de présenter une sorte d'enrobage très étrange, un peu micmac, un peu fourre-tout, un peu hybride, et qui pose du coup aussi un problème d'effets spéciaux, alors que Hyde c'est du costume. C'est un gros costume, mais c'est pas du CGI sur tous les plans, mais des fois ça se voit. Donc il y a une sorte d'irrégularité dans la mise en scène qui le rend justement le film friable, très 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 fragile. Des designs très surprenants. Le Nautilus est une espèce d'énormes machines, mais qui fait la taille d'un immeuble. C'est assez déroutant pour le coup. Il y a pas mal de travail de montage. Des personnages ont été supprimés. La fille du scientifique Karl Draper, elle a été remplacée par un personnage numérique en rotoscopie, dégueulasse. Il y a des séquences d'action dans la bibliothèque qui sont pas très bien structurées, qui sont pas très beaux. Je ressens encore trop, le fait qu'on a fait une scène d'action par personnage. Après, on va essayer d'alterner pour que tout se fasse dans une espèce d'ensemble chaotique, mais que tout a été filmé un peu à part, et après agencé pour donner du sens à tout ça, pour donner l'impression que tout le monde est ensemble. Donc c'est très bâtard tout ça, c'est vraiment très dommage. Et c'est surtout au niveau des effets spéciaux, des effets visuels, que le film, c'est à cet endroit-là que le film va le plus souffrir. Le calendrier, les budgets serrés,
imposant à la production de disperser le traitement des effets spéciaux sur pas moins de 25 compagnies différentes, empêchant une bonne vision cohérente du travail fini. Et quand on disperse le travail sur autant de boîtes, pour faire le tour et savoir à peu près où on en est pour l'effet spécial de tel ou tel plan, pour les effets des vampires ou tout ça, c'est compliqué. En plus d'un Sean Connery giga capricieux, c'est-à-dire il y a eu énormément de disputes avec Sean Connery et le réalisateur, des refus de la part de l'acteur de refaire des prises, les deux hommes en venaient presque aux mains à cause d'une bête histoire de fusil qui ne fonctionnait pas, et à la fin, il y avait une fête de tournage, et on demandait à Sean Connery où était le réalisateur. Et il a répondu « Allez voir à l'asile !» Wouhou. Ça sent l'ambiance, la bonne ambiance, vous voyez. Il dit qu'il en avait tellement chié avec l'acteur Sean Connery qu'il ne réaliserait plus jamais de film. Et pourtant, il a essayé plus tard de faire d'autres projets, mais il n'y est pas vraiment arrivé. Et sous la pression du studio, pour une sortie en été, le film sort et fut un véritable... Enfin, ça n'a pas été un fiasco. Il y a eu une promotion qui sentait déjà le roussi. C'est-à-dire la Fox prépare la promotion du film sous le titre LXG pour faire, regardez, c'est stylé parce qu'en espérant de le faire passer pour un X-Men steampunk, les mecs ils reculent devant rien, donc on voulait clairement surfer sur X-Men. X-Men appartenait à la Fox, donc le studio avait prévu X-Men 2 en mai 2003, soit 3 mois avant la Ligue, donc clairement les mecs ils avaient prévu leur petit truc, vous voyez. Il paraît que le réal était absent de la promotion et je me demande pourquoi. Et une semaine après la sortie, malheureusement, il y avait Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl qui écrasa complètement le film. Et la semaine suivante encore, autour de Bad Boys 2, de s'essuyer les pieds dessus. Donc forcément, trilogie prévue, mais le deuxième volet, c'était pas gagné. Et en plus de ce que j'avais lu, le deuxième volet devait être sur la guerre des mondes. Alors, ça fait déjà rêver ça. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires contre les extraterrestres de la guerre des mondes, avec les tripodes et tout ça. Encore une fois, des perspectives pour des films qui ne se feront jamais. Je crois que la seule personne de l'équipe technique qui ne savait pas que c'était un échec, c'était le compositeur Trevor Jones qui fait une musique illustrative mais efficace. Je vous invite à écouter la musique de Trevor Jones, elle est très 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 sympa. C'est d'une bonne musique de film, d'aventure, fantasy. Pour final, une sorte de mix mythologique avec quelques audaces visuelles, mais pas beaucoup, mais ça crée finalement pas grand-chose. Mais ça ne me dérange pas de ne pas l'avoir su au départ. Ça m'a permis, en tout cas lors du premier visionnage, d'avoir été embarqué. Mais j'accepte de ne pas avoir été à fond dans le film. Je trouve que c'est un film qui reste peut-être fun à regarder quand on a vécu l'époque dans laquelle il a vécu. Mais ça a vieilli. Ah bah oui, et c'est là où il y a une vraie différence, où je ne proposerai peut-être pas ce film à des jeunes générations. Parce que le film a été vu dans une suite de films d'époque. Il y a sûrement moyen de faire une bonne adaptation du travail de Moore, mais voilà, il faut faire un degré de compromis moindre et essayer peut-être de plus s'orienter sur certaines idées, notamment l'idée que c'est Mina qui a le pouvoir décisionnel dans la Ligue, et là on peut jouer de quelque chose, surtout en ce moment où les femmes ont de plus en plus de grands rôles importants au cinéma, qui plus est justement pour des envies de franchise. Là, ce serait parfait en fait. Donc pour moi, ce serait, je dirais, un 13 sur 20, peut-être pas plus, mais je ne l'ai pas revu depuis, donc je vous fais ça avec des souvenirs, des flashs d'images. J'espère que ce retour sur ce film vous aura plu, que vous aurez peut-être eu vent avec cette vidéo de tous ces problèmes qui entouraient le film, que moi j'ignorais avant de me pencher un peu dessus. Je vous remercie de votre soutien, de votre présence depuis si longtemps. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!